On va parler maintenant avec notre prochain invité de sécurité. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail avec vous, Olivier. On va essayer de voir comment justement on sécurise des API dans un monde de plus en plus, tourné vers le cloud. Donc, je répète, vous êtes Olivier Cagne, vous êtes Solution Engineer chez Cloudflare, qui se présente, suivant les définitions, comme un géant de la protection des sites ou des applications web. C'est souvent comme ça qu'on vous présente. Olivier, pourquoi les API restent un thème aussi important en 2023 ? Bonjour Thomas et bonjour Sylvain. Alors pourquoi ça reste un thème aussi important en 2023 ? Probablement plus que jamais. Cloudflare aujourd'hui a une position où on permet à 20% des sites web d'être protégés par Cloudflare, ce qui nous donne pas mal de données, de statistiques. Et effectivement, ce qu'on a vu sur l'année passée, c'était une augmentation de plus de 60% du trafic API à travers, encore une fois, les flux qui transitent à travers Cloudflare. Et une statistique encore plus peut-être étonnante, c'est que 50% du trafic web, donc du trafic HTTP, est du trafic API. Donc on a vraiment la moitié. La moitié du trafic que Cloudflare véhicule en termes d'HTTP et du trafic API. Donc c'est vraiment une tendance de fond qu'on voit énormément. L'autre point, j'avais pris quelques petites notes. Julien Brun de L'Oréal tout à l'heure disait que L'Oréal était une API first, une société API first. Yvan Frein de PwC parlait d'augmentation du produit physique en faisant référence aux bornes libre-service de vélo. C'est exactement ça, c'est qu'on voit vraiment une tendance de fond qui est que les nouveaux services sont créés d'abord en mode API et puis on conçoit l'interface graphique derrière, ou bien on rajoute des API pour permettre à des partenaires de consommer des services. Emmanuel Métivier aussi, parlait de Bosch tout à l'heure. Donc ça, c'était vraiment les tendances qu'on voit depuis maintenant quelques années et encore plus sur la dernière année. L'autre peut-être petite tendance qu'on voit maintenant en 2023, Gartner l'avait un petit peu prévu, c'est les API de type GraphQL. GraphQL, c'est une API qui permet tout simplement de grouper des appels API en une seule fois, ce qui permet notamment aux applications mobiles qui sont tributaires de la latence du réseau mobile d'avoir un accès aux informations de façon un petit peu plus rapide. Ça a d'ailleurs été lancé par Meta pour leur application Facebook en 2012 et quelques, et puis ensuite ça a été passé en open source. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus adopter. Gartner estime que 10% des sociétés utilisaient du GraphQL en 2021, et probablement quelque chose comme la moitié des entreprises utiliseront du GraphQL d'ici 2025. C'est ce qu'on voit aussi un petit peu, on le constate aussi chez Cloudflare. Quelles sont les tendances fortes en ce moment que vous notez, Olivier ? On a effectivement on a une accélération de transformation, on l'a dit, on l'a tous dit. On sait qu'aujourd'hui, les API ont tendance à s'effacer pour devenir vraiment un vrai outil business. Sylvain l'a évoqué. Ça a été évoqué par PwC et par Axway. Qu'est-ce que vous notez également comme autre tendance ? L'autre tendance, tout simplement, c'est qu'on voit de plus en plus d'attaques forcément menées sur les API. Et ces attaques-là n'ont pas forcément pour but de faire tomber les API. Alors évidemment, il y a des API que certains attaquants ont envie de faire tomber. Je pense que c'est Yvan Frein tout à l'heure qui faisait référence à des API de paiement. Donc là, clairement, si un attaquant réussit à faire tomber une API de paiement, forcément, ça bloque les paiements d'un commerçant. Mais l'autre tendance, c'est plutôt d'aller exploiter les informations de l'API. En général, le trafic API, ça reste du trafic HTTP, j'ai envie de dire presque classique, qui utilise un protocole classique HTTP. En revanche, les informations qui sont contenues dans le corps du message ou dans le corps de la requête sont en général très riches en contenu. Donc c'est vraiment la tendance, c'est non pas de seulement faire tomber les API, mais plutôt d'exploiter les informations, essayer d'aller chercher l'information dans l'API. Comment est-ce que les organisations peuvent finalement renforcer la protection autour de ces mêmes API dont on parle depuis le début de cette émission ? Alors, il y a plusieurs axes pour renforcer la protection des API, au moins celles qui sont exposées sur Internet. Déjà, un premier point tout bête, c'est qu'il faut connaître les API qui sont exposées et qui sont publiquement disponibles. Donc pour ça veut dire qu'en permanence, on doit regarder si des API ou des nouvelles API sont publiées sans qu'il y ait eu peut-être un schéma bien défini, un schéma d'API. Je crois que Julien Brun, tout à l'heure de L'Oréal, faisait référence à Swagger ou OpenAPI 2.0. Donc c'est à la fois être au courant des nouvelles API qui sont publiées, et puis aussi ne pas oublier les API qui sont peut-être désuètes ou qui ne sont plus utilisées ou qui ont été utilisées une fois pour un test et puis finalement laissées, entre guillemets, exposées sur Internet.
L'idée, c'est de, en permanence, regarder si on a du trafic API sur les points d'entrée Internet ou sur les expositions Internet qu'on possède. Pas seulement la dernière API dont le schéma est bien défini, mais aussi regarder en permanence les API exposées. Ça, c'est à la fois connaître les API, puis une fois qu'on connaît les API, là, j'ai envie de dire, on va protéger les API d'une façon assez classique, à travers peut-être de la protection volumétrique, donc pour essayer de se protéger contre les dénis de service ou les dénis de service distribués. Je faisais référence tout à l'heure aux API de paiement. On va empêcher que l'API de paiement ne tombe. Et puis, on va avoir aussi des protections un peu plus fines sur la partie API. Donc, par exemple, aller détecter peut-être de l'injection SQL à l'intérieur d'appels API. Alors, c'est pas forcément hyper fréquent, mais ça peut arriver. Donc, autant se protéger de toute façon contre ces attaques un petit peu ciblées. Et puis, on va essayer de se protéger de façon plus granulaire sur l'API elle-même. Ça veut dire, par exemple, déployer ce qu'on appelle un modèle de sécurité positif. Julien Brun, encore une fois, de L'Oréal, tout à l'heure, il faisait référence avec Swagger. Si on est capable de connaître exactement le schéma d'une API, on peut retirer à travers une protection tout ce qui dépasse le cadre de ce schéma. Alors, pour être plus précis, si par exemple, on expose une API qui s'attend à recevoir des GET, donc le verbe utilisé, un des verbes utilisés par le protocole HTTP. Si par exemple l'attaquant envoie un post dans le bon chemin au lieu d'un GET, une protection périmétrique, donc typiquement un WAF par exemple, va être capable de retirer ce trafic-là avant qu'il n'arrive à l'endpoint API ou avant qu'il n'arrive jusqu'à l'API. Donc il y a des petites subtilités sur la partie API. L'autre pan de protection qu'on peut mettre en place, c'est vraiment des protections contre des attaques de type vol d'identifiant ou des protections contre le vidage de stock, je ne sais pas si le terme est le bon. Yvan Frein de PwC, il faisait référence tout à l'heure. Des attaquants vont essayer de vider virtuellement les stocks de commerçants ou de e-commerçants. Et évidemment, l'impact derrière, c'est que les vrais clients qui souhaitent réellement commander l'article voient que ce n'est plus dispo, et donc il y a une perte de revenus évidente. Très direct sur le business. Et puis je reviens aussi sur la partie transport. Yvan Frein, encore une fois, il faisait référence. Les sociétés qui doivent publier leurs itinéraires, les horaires, etc., évidemment, il y a quelques petits malins, ça peut être des concurrents, ça peut être des sociétés d'attaque, vont essayer d'aller regarder en permanence quels sont les derniers horaires, quels sont les derniers tarifs de ces nouveaux horaires ou de ces nouveaux itinéraires. Et donc, du coup, ça crée énormément de charges sur l'API, et puis ça crée aussi énormément de risques sur la société elle-même, puisque derrière, le concurrent ou un attaquant va essayer de revendre des tarifs d'itinéraires peut-être moins chers, plus chers, ou bien essayer de placer des publicités pour attirer du trafic sur sa propre société. Donc pour ça, on va retrouver des protections qui sont à la fois de la détection de trafic automatisé, donc ce qu'on appelle souvent des robots ou des bots. Ça va également protéger les API, ça protège déjà des sites web, ça protège évidemment les API. On va retrouver aussi des protections pour essayer de détecter des parcours clients incorrects. Je m'explique un petit peu. Très souvent, lorsque vous oubliez votre mot de passe sur un site web, vous avez probablement... Ça arrive souvent. Oui, ma grand-mère aussi. Vous avez probablement une séquence assez classique de j'essaye de me loguer une fois, deux fois sur le site, j'y arrive pas, et je fais appel à j'ai oublié mon mot de passe. Parce qu'on va essayer de détecter, c'est un parcours incorrect dans le sens où un attaquant, lui, ce qui l'intéresse, c'est de passer le moins de temps possible pour essayer d'aller capturer des identifiants ou essayer de s'identifier à la place de quelqu'un d'autre. Il va probablement directement aller automatiser ses requêtes vers l'API d'oubli de password. Donc là, la manière dont on peut se protéger, c'est tout simplement détecter une séquence classique de la personne ou l'adresse IP ou le navigateur a essayé de s'authentifier une fois, deux fois, il a passé une demi-seconde ou 0,7 secondes, et puis ensuite fait appel à l'oubli de mot de passe. Ça, c'est une séquence plus normale, plus classique d'oubli de mot de passe. Donc on peut se protéger de cette manière-là. Et puis, tout à l'heure, Julien Brun de L'Oréal y faisait référence, on peut aussi évidemment authentifier de façon forte les partenaires. Donc, pour authentifier les appels API de partenaires, on peut utiliser pas mal de moyens. On peut utiliser des authentifications par certificat, ce qu'on appelle souvent du MTLS, du Mutual Auth TLS. On peut utiliser des jetons JWT, qu'on appelle souvent du JOLT. Ça se prononce souvent du JOLT. Et puis, on peut aussi évidemment détecter les identifiants qui ont déjà fuité sur Internet si jamais
quelqu'un essaye de s'authentifier sur une API, ça pourrait être intéressant de voir si ces moyens d'authentification, bref, son couple identifié en mot de passe est peut-être déjà quelque part dans la nature, auquel cas on peut conseiller à cet utilisateur, tiens, venez changer votre mot de passe la prochaine fois, à la prochaine connexion, ou même lui interdire l'accès tant que son mot de passe n'a pas été changé. Dans la démarche, Olivier, si je puis me permettre, finalement, l'organisation qui va exposer des API, finalement, elle a plutôt intérêt à demander en tout cas, à l'externe, aux partenaires externes, d'ajouter un niveau de protection supplémentaire, puisque en tant que tel, ça peut aussi présenter un risque. Oui, exactement. Et en fait, pour essayer de suivre ce point-là, on peut aussi l'imposer. C'est-à-dire que si un partenaire, par exemple, je vais essayer de prendre un exemple peut-être idiot, mais si un partenaire n'a pas de MFA, ben, on peut avoir une solution qui impose un partenaire d'utiliser nécessairement du MFA, donc de l'authentification à 2 facteurs ou multiples facteurs. On peut imposer ça avant la connectivité de ces partenaires ou de ces personnes qui souhaitent se connecter, par exemple, à une interface d'admin pour aller administrer l'API. Ça, c'est la sécurité, j'ai envie de dire, du trafic entrant. Si un utilisateur, si un client, par exemple, comme L'Oréal ou la Caisse des dépôts et consignations souhaite protéger ses API, dans l'autre sens, on va également avoir le même phénomène. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui souhaitent protéger leurs propres employés et leur société de trafic API. Je m'explique un petit peu. Je crois qu'Yvan Frein y faisait référence tout à l'heure. Je parle vraiment de la Gen AI. Par exemple, si vous utilisez ChatGPT, on veut s'assurer que cette API qui est utilisable par les employés, par exemple, ne veut pas être mal utilisée pour aller envoyer des documents confidentiels, pour aller envoyer un prompt qui divulguerait des informations confidentielles de la société. Donc là aussi, on peut fournir une solution qui va essayer de filtrer les données qui sont envoyées vers des API. Donc là, c'est plutôt dans le sens sortant. On va essayer de regarder si des données sensibles sont en train ou vont fuiter de l'entreprise. Il nous reste... Ouais, allez-y. Allez-y, je vais finir. Non. Il nous reste... Le temps passe vite, il nous reste quelques minutes, et vous avez dit vraiment beaucoup de choses, Olivier. Est-ce que vous pouvez nous résumer, s'il vous plaît, ce sera ma dernière question, le nombre... Enfin, le style d'attaque, finalement, pas le nombre, mais le style d'attaque auquel les API peuvent être finalement exposés lorsque l'entreprise fait l'effort de... Je vais essayer de synthétiser. Cloudflare voit passer 170 milliards d'attaques, de menaces et d'attaques par jour. Parmi celles-ci, donc, on a dit qu'il y avait 50% de trafic qui était du trafic API parmi tout le trafic HTTP. J'ai envie de dire que les 2 attaques principales qu'on voit passer sont probablement les attaques volumétriques pour essayer de faire tomber une API, donc vraiment un déni de service, empêcher par exemple l'API de paiement de fonctionner correctement. Et l'autre attaque qu'on voit le plus souvent, c'est probablement essayer d'accéder à des données compétitives, donc essayer d'aller lister, essayer d'aller scraper le contenu d'une API. Donc c'est plus non plus scraper le contenu d'un site web, mais c'est carrément aller directement au cœur du métier de la société. C'est vraiment aller, j'ai envie de dire, scraper. Le bon terme français est probablement lister, inventorier toutes les données d'une société. C'est vraiment les 2 menaces qu'on voit le plus fréquemment. Et on a une remarque d'un de nos auditeurs en ligne qui dit c'est important de sécuriser les partenaires, par exemple l'affaire Turkish Airlines, Airbus. Okay, effectivement. Merci Thomas. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous ce matin.